Bonjour, bienvenue sur Openbox TV et merci de nous soutenir sur Tipeee afin de maintenir cette ligne éditoriale indépendante. Alain Juillet, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, un cas d'école, nous qui aimons la géopolitique, on va être servis. Nous allons parler de la Syrie, de la chute de la maison Assad, ses incidences sur le Proche et le Moyen-Orient, mais aussi la redistribution des cartes et des équilibres internationaux. On compte sur vous, sur vos analyses, vos réflexions pour comprendre pourquoi ça s'est passé, comment ça s'est passé et qu'est-ce qui pourrait se passer. Comme toujours, on est dans l'Orient compliqué, donc il faut bien le voir. Rien n'est simple, on ne peut pas avoir des explications d'une clarté totale parce que tout se mélange. Et en plus, il y a des mouvements, on va en parler, des mouvements un peu dans tous les sens. Ce qui est certain, il ne faut pas oublier une chose, d'abord au départ, c'est que la Syrie, c'est un pays qui était un pays prospère, il faut bien le dire, avant le début de la guerre, c'était un pays prospère, avec un problème auquel sont confrontés tous les pays, que nous on a connu dans les années 50-60, c'est le mouvement des populations des campagnes, qui sont des zones pauvres, surtout là-bas, il y a beaucoup de déserts, vers les villes. Et quand on n'a pas préparé l'accueil des gens des campagnes dans les villes, eh bien forcément ils se retrouvent dans des bidonvilles ou dans des cités autour des villes. Ils ont de mauvaises conditions de vie et évidemment ce sont des foyers insurrectionnels. C'est clair, on l'a connu partout. Bon. Quand il y a eu les troubles au départ avec l'armée syrienne de libération, c'est-à-dire des mouvements suscités par l'étranger, ils sont appuyés sur un climat qui était favorable, c'est-à-dire les gens de ces banlieues qui étaient effectivement, qui se sentaient oubliés, délaissés. Alors ça, c'est le premier point, parce que pour bien comprendre le conflit, si vous voulez, qu'il y a eu, et pourquoi on s'était trompé, parce qu'il faut dire la vérité, les Occidentaux ont favorisé ces mouvements de population mécontente à l'extérieur, mais n'ont pas compris que ces mouvements de population étaient essentiellement faits par des gens qui étaient des musulmans sunnites et plutôt travaillés par l'extrémisme, on y reviendra, et ce qu'on n'avait pas compris, c'est que les juifs, les chrétiens, les Kurdes, toutes les populations, les chiites, toutes les populations minoritaires ont appuyé le régime en place, le régime d'Assad, et appuyé le régime de son père, d'ailleurs pareil. Pourquoi ? Parce qu'ils craignaient effectivement que les sunnites extrémistes prennent le pouvoir. Donc ça c'est clair. Bachar a tenu grâce aux minorités, aux chrétiens d'Orient, aux yazidis, aux malheureux yazidis, et ainsi de suite. De l'autre côté, quand ça a commencé, on s'était appuyé sur ces Syriens libres, si vous voulez, mais très vite, ces Syriens libres ont été complètement dépassés par Al-Qaïda. En l'occurrence, deux groupes, Al-Qaïda venu d'Irak et Al-Jolani, qui était le patron de Jamal al-Nosra, qui était la tendance locale, je dirais, islamiste. Pour arriver à renverser Bachar, parce que l'objectif des Occidentaux, c'était de renverser Bachar, on n'a pas hésité à aider Jamal al-Nosra. Ça, c'est une des réalités de cette guerre. On le sait par un certain nombre de publications, de livres qui sont sortis. La CIA et les services européens n'ont pas hésité à donner des armes à Jamal al-Nosra, donc les islamistes, pour lutter contre Bachar. Ça, vous savez le résultat final. Al-Qaïda et Jamal al-Nosra, ils ont fusionné, ils sont installés à Raqqa. Il y a eu la guerre qui a été très dure, épouvantable, une guerre épouvantable. Et il faut bien le dire, une guerre épouvantable des deux côtés. Alors c'est vrai que Bachar, avec ses hommes, n'a pas hésité une seconde à faire ce qu'il fallait, je dirais, de son point de vue, pour éliminer les opposants. Tous les moyens étaient bons, mais de l'autre côté, je vous rappelle quand même qu'on voyait malheureusement on voyait les aviateurs jordaniens grillés dans des cages arrosées de pétrole. Ce n'est quand même pas non plus très gentil. Et puis les femmes yazidis, je vous rappelle qu'elles ont été traitées, vous savez comment elles ont été traitées, sans parler de l'assassinat des Kurdes et ainsi de suite. Donc ça a été une guerre affreuse des deux côtés. Avec l'aide des Russes,
on va y revenir, Bachar a repris progressivement la plus grande partie du territoire. Et on a repoussé les djihadistes, c'est ça qu'il faut bien regarder, on les a repoussés sur une zone très proche de la Turquie, frontalière à la Turquie, la zone d'Idlib, une zone au nord de la Syrie, et ça a arrangé tout le monde en définitive. Par exemple, dans la prise d'Alep par les Russes ont fait quelque chose de très intelligent pour éviter un combat de rue épouvantable où il y a toujours énormément de morts. Ils ont dit on fait un corridor par lequel les djihadistes pourront sortir, on leur met des cars à disposition et on les emmène à Idlib. Et si vous voulez, ce qui fait qu'il n'y a pas eu une guerre épouvantable, une guerre de rue, comme on a vu à Gaza par exemple, parce qu'on a proposé une sortie aux combattants, en leur disant vous voulez partir, vous êtes foutus parce que vous êtes encerclés, mais si vous voulez, on vous emmène. Bon. Donc, à Idlib, c'est reconstitué, c'est très important, une espèce de gouvernement islamiste. Alors, il y avait al-Baghdadi qui était le chef, il a été tué par les Américains, il y en a eu un autre qui a été tué, et puis, le patron de Idlib, c'était al-Jolani. Intéressant de savoir que dans cette zone d'Idlib, on appliquait la charia et que les chrétiens étaient considérés comme des sous-hommes, comme diraient certains, puisqu'on leur dit pour pouvoir continuer à vivre avec les musulmans qui pratiquent évidemment l'islam, la religion musulmane, vous devez payer un impôt supplémentaire. C'est conforme au Coran, d'ailleurs, vous avez dit, ceux qui croient, pas les mécréants, ceux-là il faut les tuer, mais ceux qui croient, on les exploite en disant bon, tu n'as pas la bonne croyance, mais comme tu es croyant, on ne tue pas, mais tu payes plus. Bon, c'est un système. Bon. Donc, Idlib, c'était comme ça. Le pouvoir central, on a mis en place des sanctions économiques terribles, il faut bien le dire, terribles. Et on voit, c'est pas le premier, on a eu l'Irak avant, c'était la même chose. On voit que lorsqu'on met des sanctions extrêmement lourdes sur ces pays-là, ça les ruine. Ça ne fait pas tomber le pouvoir au départ, mais par contre, ça détruit les populations. Avec cette baisse épouvantable du niveau de vie, en définitive, comme toujours dans ces cas-là, les populations, les classes riches, si vous voulez, s'en sont sorties. On a reconstitué la banque côtière, on a reconstruit la banque côtière avec autour de, pas Damas, mais toute cette zone côtière où on vivait pas mal. Et je dirais que c'est reparti. Mais c'est vrai que le régime n'avait plus les moyens de payer sérieusement ses militaires, et ça c'est important pour la suite, et de s'intéresser et de financer des développements ou la reconstruction de l'intérieur du pays, puisqu'il n'y avait pas d'argent. Les Kurdes. Alors les Kurdes, depuis le début, les Kurdes, c'est une population qui vit sur 3 États, sur l'Iran, la Syrie, comme vous savez, bon, au moins il y a 2 principaux États. Et l'Irak. Et l'Irak aussi, non ? L'Irak et la Turquie. Et la Turquie. Alors, en ce qui concerne l'Irak, ils ont réussi à obtenir une indépendance, puisque vous savez qu'il y a un Kurdistan indépendant, après à côté de Mossoul. Bon, et ils ont réussi à récupérer des puits de pétrole qui leur donnent pas mal de moyens financiers. Mais ils voulaient avoir, pendant la guerre de Syrie, quand nous, on a voulu renverser Bachar, eux ont voulu en profiter pour se créer un corridor pour aller jusqu'à la mer, en longeant la frontière turque, avec les Kurdes, en disant c'est une zone qui nous appartient, le Rojava et tout ça, c'est une zone kurde, on va aller jusqu'à la mer. Et là, on a eu... Donc, ils ont essayé, j'y reviendrai parce qu'il y a eu l'opposition des Turcs, ils ont essayé d'avancer jusque-là, il y a eu des batailles terribles contre les Turcs, souvenez, il y a eu, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu de grosses batailles contre les Kurdes, il y a eu des batailles contre les gens de Bachar, et ils ont réussi à avoir une partie qui était à peu près neutralisée à leur profit. Comment ils ont fait ? C'est qu'ils ont servi de chair à canon aux Américains. C'est-à-dire que les Américains, pendant la guerre en Irak, les Américains ne voulaient pas envoyer leurs troupes se faire tuer dans les attaques de villes comme par exemple Raqqa ou d'autres. Et comment ils ont fait ? Ils ont pris, ce sont les Kurdes qui ont été les combattants de l'avant. Alors les Kurdes se sont fait massacrer, mais c'était la contrepartie, si vous voulez, pour avoir une zone à eux. Le problème, c'est que les Kurdes sont détestés par les Turcs.
Vous savez que Erdogan accuse les Kurdes du PPK de vouloir faire la révolution contre eux, de vouloir créer une zone indépendante en Turquie, enfin bref, insupportable pour Erdogan. Ils le traitent de terroriste, ils font des attentats a priori. Exactement. Oui. Donc, les Turcs détestent les Kurdes, et ce sont effectivement les Turcs qui ont arrêté les Kurdes pour aller vers la mer, et ça a rendu service à tout le monde que pour aller l'accès entre la mer et les Kurdes, eh ben, c'était la zone d'aide libre. On a mis les djihadistes, et comme ça on était tranquille. On disait les djihadistes se battront contre les Kurdes. Et la situation est restée assez équilibrée de ce côté-là. Et qui contrôlait la situation? Les Turcs. Parce que les Turcs, ils ont d'abord énormément de réfugiés syriens. Ils encourageaient, bien sûr, les Al-Qaïda, la zone d'aide libre, ils la protégeaient, il faut dire la vérité. Et comme ça, ils contrôlaient les Kurdes de l'autre côté. Donc tout le monde était content. Enfin, plus ou moins. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ensuite, vous avez les Américains. Les Américains, ils avaient été au départ pour renverser Bachar. Après, et je m'en souvenais quand le président Hollande voulait bombarder, voulait faire une attaque contre Bachar à cause des histoires chimiques. La ligne rouge. La fameuse ligne rouge. Bon, Obama n'a pas voulu. Pourquoi? Parce que là aussi, il faut faire attention. Dans les attaques chimiques, on sait maintenant qu'une partie des attaques chimiques a été effectivement faite par le régime Bachar, mais une autre partie par les islamistes qui avaient récupéré des munitions chimiques et qui les ont utilisées. Donc, si vous voulez, là, une fois de plus, des deux côtés, ils ont fait des horreurs et ils avaient utilisé ça. Du coup, Obama a dit, c'est vrai que Bachar a fait des horreurs, mais les autres les font aussi, donc je n'y vais pas. Et les Américains, dans l'histoire de la Syrie, il y a une chose qu'on oublie complètement. C'est qu'on vous dit aujourd'hui, il y a des troupes américaines qui sont restées pour la frontière irakienne à Deir el-Zor. Alors là, donc dans le désert, au loin, dans la pas. Mais qu'est-ce qu'il y a entre Deir el-Zor et la frontière nord? Il y a les puits de pétrole. Et les puits de pétrole, comment ça se passe? Eh bien, ce sont les compagnies américaines qui aujourd'hui exploitent les puits de pétrole et sont protégées par l'armée américaine dans un pays étranger, donc c'est quand même un peu limite, et ce sont les Kurdes qui travaillent comme main-d'œuvre, si vous voulez, sur les puits de pétrole. Donc vous voyez, alors, donc les Américains qui ont des intérêts bien particuliers, mais qui sont désintéressés du reste, quand il y a eu toutes ces histoires, les gens du monde, les Émiratis, les Saoudiens, ont laissé tomber la Syrie en disant qu'elle se débrouille toute seule. Qu'est-ce qui s'est passé? Une fois que Bachar a réussi à reprendre le contrôle de la situation avec l'aide des minorités dont on parlait tout à l'heure, les Émirats et l'Arabie saoudite ont dit « Non, Bachar, dans le fond, il est fréquentable ». Et donc, ils sont revenus, ils ont ouvert des ambassades et on a réintégré Bachar dans la Ligue arabe. Donc, la situation était en définitive un pays très appauvri, un régime qui tenait à peu près, mais très pauvre, ne pouvant pas payer grand-chose parce qu'il n'a pas d'argent à cause des sanctions, donc fragile. Fragile, mais en fond, ça rendait bien service à tout le monde, ça se passe comme ça. Alors, il y a un dernier pays, bien entendu, dont il faut parler là-dedans, c'est l'Iran. Il y a deux choses pour l'Iran. L'Iran a considéré que la Syrie, comme l'Irak, ça faisait partie un peu de sa zone. Pourquoi? Pour le savoir. C'est parce qu'au début de la guerre, une des raisons de la guerre, il y a eu le printemps arabe que les Américains voulaient, vous savez, l'implanter en Tunisie, en Libye, en Égypte. On voulait implanter le printemps arabe. Très bien. Soi-disant pour les libérer, printemps arabe, on voulait mettre en place les frères musulmans. Il ne faut pas l'oublier, c'est une politique américaine. Ils voulaient implanter les frères musulmans parce qu'ils pensaient que face à Al-Qaïda, les frères musulmans, c'était mieux. Bon, quand on connaît la réalité, c'est pas... et le dernier qui reste proche des frères musulmans, c'est Erdogan. Alors, les Iraniens, eux, ils considèrent depuis toujours que l'Irak et la Syrie, ça fait partie de la zone d'influence iranienne. Donc, quand il y a eu ces problèmes en Syrie, les Iraniens ont dit on va vous envoyer des troupes, les fameux gardiens de la révolution, à l'époque du général Soleimani, qui se sont très bien battus et qui ont été une aide extrêmement importante au niveau pour Bachar. Et il y a eu un autre côté aussi, il ne faut pas l'oublier, vous avez eu aussi le Hezbollah
qui avait été créé par les Iraniens, c'est clair, au Liban, avec objectif, enfin les Iraniens étaient derrière, si vous voulez, le Hezbollah, au Liban, l'objectif du Hezbollah étant de lutter contre Israël depuis le Liban. Ça, c'est clair. Donc, les Iraniens ont dit, mais attendez, vous êtes des gens, on vous a armés, on vous a équipés, vous allez vous battre en Syrie parce que c'est les frères syriens. Donc, on avait les gardiens de la révolution iranienne qui ont aidé considérablement, et on avait le Hezbollah qui se battait aussi. Donc, l'armée de Bachar, elle n'était pas si forte que ça, c'est le moins qu'on puisse dire, mais elle a été considérablement renforcée par les gardiens de la révolution et le Hezbollah. Seulement, tenir au sol, parce que l'armée du Hezbollah, ils n'ont pas d'avion, ils n'ont rien. Les gardiens de la Révolution non plus. Donc, c'était des troupes terrestres. Et ils se battaient bien, et ils sont de bons soldats, hein, et ils se battaient bien. Il ne faut pas oublier quand même que l'Iran, hein, ils se sont battus contre l'Irak à une époque, hein, ça a été une guerre épouvantable, hein, ça valait 14-18 en France. Hein. Mais le problème auquel étaient confrontés Bachar et ses gars, c'est qu'il n'y avait pas le soutien aérien nécessaire pour attaquer les autres en face. C'est là où sont arrivés les Russes. Les Russes ont négocié une chose très intéressante. Ils ont dit, voilà, nous on va vous aider militairement parlant, mais vous allez nous permettre de continuer et même de développer 2 bases militaires pour eux essentielles, stratégiquement parlant. Une base maritime au port de Tartous et une base d'aviation à côté. Pourquoi c'est stratégique? C'est parce que les Russes qui sont isolés au nord et qui ne peuvent pas faire passer leurs bateaux par le Bosphore, hein, parce que la Turquie interdit, selon les lois d'ailleurs internationales, le passage des navires de guerre pour aller en Méditerranée. Avec la guerre actuelle en Ukraine. Hein, avant, ça passait, hein, mais là maintenant, ça ne passe plus. Et puis d'autre part, la flotte russe qui était à Sébastopol, c'est loin quand même. S'il y a un problème en Méditerranée, au Proche-Orient et autres, il faut beaucoup de temps pour y aller. Donc, les Russes ont dit, on installe une base militaire très importante à Tartous, et comme ça, on aura une base russe en Méditerranée. Joli coup. Et là, bien sûr. Et on aura une base militaire d'aviation à côté. Donc les Russes, ils ont apporté la puissance aérienne, si vous voulez, dont on avait besoin, et les Iraniens fournissant essentiellement la partie terrestre. Les Israéliens, eux, entre la fin de la guerre et maintenant, les Israéliens, eux, ont considéré que comme il y avait des troupes du Hezbollah qui étaient là-bas, et que ces troupes du Hezbollah s'approvisionnaient en matériel militaire, recevaient du matériel militaire en Syrie, et ensuite le transféraient au Liban pour pouvoir lutter contre Israël. Donc régulièrement, les Israéliens ont fait des raids aériens sur le nord. Et ce qui est intéressant sur la Syrie. Et ce qui est intéressant, c'est que les Russes ont laissé faire. Parce qu'il suffisait que les Russes mettent des antimissiles, des missiles antiaériens, ils empêchaient les Israéliens. Or, ils n'ont rien fait. Et c'est vrai que Israël prévenait Moscou avant les attaques. Et tout le monde. Donc, si vous voulez, c'était un jeu incroyable, puisque d'un côté, les Américains faisaient des sanctions, mais étaient dans le pays en train d'exploiter les puits de pétrole. Oui, que les Turcs encourageaient les islamistes et protégeaient la région d'Idlib. Bon, que tout le monde exploitait les Kurdes, hein, que les Israéliens réglaient les comptes avec le Hezbollah. Vous voyez que c'est d'une complexité terrible. Alors, qu'est-ce qui se passe brutalement? Eh bien, c'est un engrenage qui a amené ce qui... Mais il faut bien dire qu'on ne l'a pas vu venir, hein, il faut être honnête. Hein. Et en sachant que le grand gagnant, évidemment, on va en parler, ce sont les Turcs. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a la guerre en Ukraine. Tout le monde est maintenant pris conscience qu'il faut la paix avant que ce soit trop tard. Même M. Zelensky, hein, qui commence à dire ouais, il faut qu'on arrête, hein, parce que tout le monde sent bien que ça commence à devenir inquiétant. Donc la Russie, elle a une économie de guerre, elle s'en sort, mais elle est obligée de mobiliser ses moyens militaires. Elle ne peut pas faire 2 guerres à la fois. Donc elle mobilise ses moyens militaires sur l'Ukraine. Résultat, on a fait revenir des gens de Tartous, hein, les forces spéciales, les machins. On a fait revenir les avions qui étaient basés à côté. Enfin bref,
on a dégarni considérablement la Syrie parce qu'on n'a plus les moyens. Hein. Donc, affaiblissement, il n'y a plus de protection aérienne dont je vous parlais tout à l'heure. Les Israéliens ont écrasé le Hezbollah avec toute une série d'opérations, hein, vous avez vu. Ça a commencé par les beepers, hein, donc faire exploser les talkie-walkie, les portables, hein, des gens quand ils le mettent à l'oreille ou dans la poche, de toute la hiérarchie du système. Donc ils ont eu 3000 ou 4000 blessés ou tués, entre blessés et tués, il y en a eu plus de 3000 personnes. Mais surtout, c'est toute la chaîne hiérarchique qui a été cassée. Après, ils ont tué Nasrallah, ils ont tué les... Bon, ils ont complètement démoli le Hezbollah. Et puis, ils ont tapé sur les caches du Hezbollah et tout. Donc, résultat, le Hezbollah, aujourd'hui au nord, il n'y en a plus. Si vous voulez, ils ne sont plus capables d'aller se battre pour aider Bachar. Et troisièmement, il y a eu les gardiens de la Révolution. Comme vous savez, bon, les Américains avaient tué Soleimani. Bon, les Israéliens, dans un consulat, en Syrie d'ailleurs, hein, ont tué au moins deux des chefs des gardiens de la Révolution. Donc là encore, ce troisième élément qui permettait de défendre a pris un grand coup sur la tête. Et pendant ce temps-là, avec cette histoire de Gaza, les Israéliens et les Iraniens se règlent leur compte, et évidemment, l'Iran aujourd'hui est mobilisé pour se défendre contre Israël, c'est clair. Tout ce qui composait, ce que je venais de vous dire avant, tout ce qui composait le support qui permettait à l'armée affaiblie de Bachar de tenir, tous les supports n'étaient plus là. Ça, c'est très très important, si vous voulez, parce que, donc, ça explique pourquoi, en quelques jours, ils ont pu conquérir, c'est parce qu'il n'y avait plus personne en face. Bon, encore fallait-il décider d'y aller. Et comment? Parce que les islamistes, quand même, Al-Qaïda, ça fait peur. Bon, Idlib, on savait quand même qu'il y avait des islamistes, même si on leur a donné un côté présentable. Hein. C'était les pauvres gens qui s'étaient repliés et tout. Le coup de génie, alors là, oui, mais il a été inspiré, hein, il n'est pas tout seul. Hein, et je pense que là-dessus, Erdogan, hein, qui tire les ficelles, a remarquablement bien joué. Al-Jolani, il avait compris, quand il a vu la défaite d'Al-Qaïda, il a quand même été dans le coup avec Al-Qaïda pratiquement jusqu'au bout. Hein. Bon. Mais quand il s'est réfugié à Idlib, il a compris, il n'est pas idiot, loin de là, et il a compris que s'ils avaient perdu, c'est aussi parce qu'ils avaient une image épouvantable au niveau mondial et que donc tout le monde était contre eux. Donc, comment se donner l'apparence de la vertu? Je n'ai pas dit être vertueux, hein. Comment se donner l'apparence de la vertu? Al-Jolani, il a commencé par s'enlever le foulard noir. On a commencé par dire nous ne faisons pas de l'islamisme mondial, on veut attaquer personne, notre seul objectif, c'est la Syrie. Ça, c'est déjà très intelligent, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on dit aux gens, ne vous inquiétez pas, on ne va pas vous attaquer, vous, on ne va pas transporter la révolution partout, on reste qu'en Syrie. Bon, alors bien sûr, tous les naïfs disent, bon, ben c'est bon. J'ai bien dit tous les naïfs, hein, parce que ceux qui connaissent un petit peu mieux le système, on va y venir, sont plus méfiants. C'est quand même la charia pure et dure. Et quand on gratte un petit peu, parce qu'il faut quand même gratter, les organisations internationales ont quand même signalé qu'à Idlib, il y avait quand même eu des tortures, il y avait eu quand même des massacres, il y avait quand même eu des choses qui n'étaient pas recommandables, quoi, hein. Bon, qu'on avait traité des gens pas toujours de manière très sympathique. Bon. Alors, je veux bien croire qu'on va rester sur la Syrie, mais on crée un gouvernement de transition, on donne un côté absolument vertueux au système. Moi, ça me rappelle un petit peu, si vous voulez, quand les Américains ont quitté l'Afghanistan, où les talibans ont dit « mais non, mais nous, on est très gentils, nous, on est super, hein, nous, on est... » Bon, vous avez vu ce qui vient maintenant, quand la condition des femmes, qui s'est encore aggravée il y a 15 jours, par les mesures qu'ils ont prises, les talibans. Mais quand on leur a passé la main, ils étaient vertueux. On est sur la même histoire, si vous voulez. Au départ, on promet tout pour avoir le pouvoir. Une fois qu'on l'a, après, on dit progressivement. Enfin, donc, le problème avec Al-Jolani, c'est qu'est-ce qui va se passer dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir la réaction israélienne.
Israël qui se bat à Gaza, qui se bat en Liban, qui se bat partout actuellement, a fait à la fois quelque chose qui est invraisemblable sur le plan international, mais en même temps, politiquement parlant, on comprend mieux les choses. Dès que Al-Jolani est arrivé, a pris le pouvoir, tout de suite, Netanyahou a occupé au-delà du... Alors, vous savez, enfin, je m'excuse de revenir en arrière, quand il y a eu la guerre entre la Syrie et Israël il y a bien longtemps, bon, il y a eu le gros combat, c'est sur le plateau du Golan. Le plateau du Golan, c'est la frontière entre la Syrie et Israël, mais qui est très important. Pourquoi? C'est parce que du plateau du Golan vers le lac de Tibériade, c'est en pente, et donc l'eau du plateau descend sur le lac de Tibériade, et comme il y a un problème d'eau en Israël, c'est très important d'avoir l'eau du lac de Tibériade qui ensuite va dans le Jourdain et descend. C'est pour ça que quand Israël, au départ, n'avait pas le plateau du Golan, hein, il était en bas, il ne contrôlait pas les arrivées d'eau. Donc les Syriens pouvaient mettre des barrages et empêcher que l'eau arrive chez les Israéliens. C'est pour ça que dans la guerre contre la Syrie, Israël a occupé le Golan. Mais ensuite, l'ONU a dit, mais pour éviter les problèmes entre les Syriens et les Israéliens, on va mettre une zone tampon, donc une zone neutre, hein, qui sera sur le plateau du Golan, mais côté syrien, de manière à éviter que les Syriens viennent trop près des Israéliens et de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il a fait Netanyahou? Dès que Jolani est arrivé, il a occupé la zone tampon. Donc il a fait une annexion de territoire, pour dire la vérité. Hein, il a fait, en contradiction avec toutes les lois internationales et les accords qu'il avait passés, il a occupé la zone, en disant « il faut que je me protège contre les gens en face ». Bon, ça c'est une chose. Mais surtout, ce qu'il a fait, qui est invraisemblable, c'est qu'ils viennent de faire depuis 3 jours le bombardement de toutes les installations militaires syriennes. Or, jamais la Syrie n'a attaqué Israël. Jamais. Depuis la fameuse guerre, hein, donc vous savez, maintenant c'est 40 ans, hein, plus de 40 ans. Jamais ils n'ont attaqué Israël. Et pourtant, systématiquement, l'aviation israélienne vient de détruire alors les radars, les ports maritimes, enfin, la marine, l'aviation, il a détruit l'aviation, ils ont tout détruit. Bon, avec un silence incroyable au niveau mondial, parce que de quel droit un pays, quel qu'il soit, peut attaquer un autre pays qui ne lui a rien fait, parce que là, ils n'ont rien fait. Hein. Bon, de quel droit? Alors, on pouvait comprendre pour le Hezbollah, mais c'est pas acceptable ce qui se passe. Mais pourquoi il le fait? C'est là où je reviens à ce que je vous disais, c'est que Netanyahou dit « Jolani, ne vous trompez pas, aujourd'hui, il est respectable, respecté par tout le monde, les Occidentaux lui font la bise, hein, mais dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, ça va être notre pire ennemi. On aura réglé le problème, point de vue de Netanyahou, hein, on aura réglé le problème des Palestiniens, mais au nord, on va avoir notre pire ennemi, ça ne sera plus l'Iran, ça sera la Syrie. Donc, parce que l'Iran, bon, ils sont comme ils sont, mais la Syrie, ça sera bien pire, ce seront des djihadistes, donc il faut absolument qu'on tape dessus pour leur casser leur capacité militaire pour un bout de temps. Vous voyez, donc, on voit que là aussi, donc, l'Israël n'a pas du tout la même vision de la Syrie que les Français, par exemple, le gouvernement français qui s'est réjoui de la chute de Bachar, alors qu'en définitive, il y a de grandes chances, mais on n'est pas tout n'est jamais certain. Le pire n'est jamais certain, comme on dit. Hein. Mais il y a de grandes chances qu'on soit trompé. En fait, à chaque fois qu'on élimine un tyran, d'une façon ou d'une autre, on pense avoir réglé le problème d'un cancer, et puis quelques mois après, on se rend compte qu'il y a des métastases dangereuses, graves, partout. Mais exactement. Mais c'est l'histoire de la Libye. Hein. La Libye, on a quand même, je pense que ça restera vraiment un coup de maître des Français, des Américains et des Anglais, hein, un coup de maître, puisqu'on avait un pays qui était à peu près stable. On s'est servi d'une bagarre entre les tribus, comme il y en avait tout le temps, il y en aura toujours en Libye, parce qu'elles ne se supportent pas les unes les autres. On est intervenu, on a tué Kadhafi, regardez le résultat, ce pays a explosé en plusieurs morceaux, hein, les gens se sont massacrés, c'était un pays riche, c'est devenu un pays pauvre, c'est un échec total. Et où en définitive, on voit aujourd'hui les Turcs qui ont pris le contrôle, hein, à Misrata, ils ont fait une base navale turque,
Hein. Ils sont l'appui principal du gouvernement, bien entendu, islamiste, qui est à Tripoli. On ne le dit pas assez, mais il faut le savoir. Donc les frères musulmans, les camarades de jeu d'Erdogan, ben, ils contrôlent cette zone-là. C'est peut-être pas une réussite. Et de l'autre côté, ce sont les Égyptiens, les Saoudiens et les Émiratis qui aident le maréchal Haftar pour contrôler la partie vers l'Égypte et les puits de pétrole. Bon. Et au sud, ben vous avez vu le résultat, parce que c'est la suite logique de tout ça. Hein. Grâce à l'opération libyenne qu'on a particulièrement bien réussi, on a perdu le Tchad, le Mali, le Niger. Donc c'est une réussite totale. Hein. Et bien voilà. Et bien là, on est parti pour faire la même chose. D'autant qu'en Syrie, là aussi, c'est un pays où il y a des ethnies très puissantes qui ne se supportent pas. Mais les Druzes, les Kurdes, les Alaouites. Alors justement, il y a une chose, si j'aurais pu vous le dire, vous êtes bien de m'en parler, c'est le problème des Alaouites. Alors, les Alaouites, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est une secte de l'islam, mais bien particulière. Hein, elle est bien particulière, c'est pas du tout les wahhabites du Sud, c'est autre chose. Et ils sont d'ailleurs beaucoup plus ouverts, hein, puisqu'ils laissaient la liberté aux chrétiens, aux juifs et à tout le monde. Les Alaouites, leur zone de résidence, vous venez de dire, les Kurdes, on a dit, c'est la frontière nord, hein, et en allant vers le Kurdistan. Les Druzes, c'est au sud, à la frontière israélienne. D'ailleurs, il y a des Druzes en Israël. C'est même la seule population non israélienne, enfin non juive, qui fait son service militaire, hein, en Israël, les Druzes. Hein, c'est des guerriers. Bon, il y a les Druzes. Hein, et puis, vous avez les Alaouites. Et les Alaouites, ils sont dans la zone de Tartous, comme par hasard, la zone où il y a les bases russes. Quand vous regardez la descente d'Al-Jolani vers le sud, par Alep, Homs et puis Damas, il a évité la zone des bases militaires russes, la zone alaouite. Il n'y a pas touché. Alors, il y a deux questions qui se posent. Est-ce qu'il n'y a pas touché parce qu'il savait que là, les Alaouites, qui sont largement majoritaires, risquaient quand même de réagir et de se défendre? Ou est-ce qu'il y a eu, c'est pas exclu, n'oublions pas que Erdogan est copain aussi avec Poutine, hein, il sert d'intermédiaire avec tout le monde. Est-ce qu'il y a eu un accord entre les Al-Jolani, bien sûr, Erdogan et les Russes, en disant, bon, on ne va pas se battre contre vous à condition que vous nous laissiez nos bases. Ne touchez pas à nos bases. Et ça me rappelle, pendant cette fameuse guerre que nous avons développée, où Jamal al-Nosra, de M. Al-Jolani, avant qu'il s'appelle Hayat Tahrir al-Sham, il s'appelait Jamal al-Nosra, hein, mouvement islamiste. Donc, quand ils ont voulu s'approcher, Jamal al-Nosra s'est approché de la base de Tartous, les Russes, vous vous en souvenez, ont dit « Attention, vous faites ce que vous voulez ailleurs, mais là, à moins de 50 km, c'est nous qui intervenons, on vous détruit. » Et ils ne sont pas fous, ils n'ont pas été. Donc, n'oublions pas, c'était Jamal al-Nosra, c'est Al-Jolani. Donc, si vous voulez, je pense qu'il y a eu au moins un accord, alors comment, on ne sait pas, on le saura plus tard, hein, mais en disant, bon, vous nous laissez tranquilles, et on vous laisse tranquille. Et alors, comme c'est une zone alaouite, est-ce que dans l'idée d'Al-Jolani, pour éviter une guerre inutile, parce que ce sont quand même des gens, quand ils se battent, ça fait qu'il y a des pertes hein, de tous les côtés. Donc, est-ce que son idée, ça n'a pas été aussi de laisser faire une espèce de zone alaouite, comme il y a une zone kurde, comme il y a une zone druze et tout, si vous voulez, c'est que cette zone-là, en définitive, j'ai dit, bon, on ne va pas s'ennuyer, on leur laisse, ils sont engagés, on les bloque, et puis voilà, et la vie est belle. Donc ça ne sera plus une Syrie unie, ça risque d'être morcelé. Ce qui fait, oui, mais alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça veut dire que cette Syrie, qui était un grand pays uni, devient une espèce de mosaïque, si vous voulez, parce que je n'ai pas entendu les Américains aussi dire qu'ils allaient quitter Deir el-Zor. Au contraire, ils ont bombardé des cibles d'Al-Qaïda dans la zone, parce que eux, ce qu'ils veulent protéger, c'est le pétrole, qu'ils l'utilisent illégalement, hein, parce que c'est quand même un pétrole qui appartient à la Syrie. Hein. Bon, enfin, ça, il ne faut pas s'attacher à ce genre de problème. Hein. Donc, vous voyez, on est dans une situation très complexe, mais très intéressante aussi.
où on peut penser qu'en tout cas pendant 1 an ou 2, on va avoir, ils vont être très bien, ça va se passer pas trop mal. Puisque maintenant c'est la liberté en Syrie, ça y est, on a gagné. Hein. Alors on a gagné quoi? On a mis un islamiste au pouvoir, est-ce que c'est bien sérieux? Bon, puisqu'on a gagné, alors il faut que les réfugiés syriens en Europe et partout repartent. Parce qu'ils étaient tous de ce côté-là. Ceux qui sont partis, c'était essentiellement des sunnites qui étaient contre le régime. Bon, pourquoi pas? Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? C'est les chrétiens d'Orient, c'est les juifs, ils vont tous partir. Parce qu'avec la charia, autant vous dire que ça ne va pas durer longtemps. Hein. Et oui. Donc il va y avoir un mouvement dans les deux sens. Donc il va y avoir un mouvement dans les deux sens. Donc quand on dit, quand je vois les pays européens qui disent ça y est, on arrête les visas, les autorisations de séjour, on les renvoie là-bas, ok, vous allez en renvoyer, mais préparez-vous à en voir d'autres arriver. C'est tous ceux qui vont être chassés par les pratiques des sunnites et qui sont refusés par les chiites, qui sont refusés par tout le monde. Hein? Vous voyez, donc préparez-vous à voir arriver les Kurdes, machin. Enfin, on n'a pas fini. Hein. Donc l'histoire n'est pas terminée. Évolution du régime syrien qui va, bien entendu, se théocratiser, va devenir de plus en plus religieux avec le temps, c'est évident. Mais ce que je note, alors, c'est que le président Trump, que vous avez pu voir, il a dit, mais je m'en fous, ça ne m'intéresse pas. Parce que lui, qu'est-ce qu'il veut faire? C'est la paix au Sud. Et là, il va se passer des choses, parce que si on crée, supposons, parce qu'actuellement on en parle, supposons qu'on fasse une Palestine indépendante. S'ils arrivent à cet accord-là, s'ils y arrivent, il va y avoir la paix, il y aura un cordon sanitaire de troupes, et on parle de la même chose d'ailleurs en Ukraine, entre les Israéliens et les Palestiniens, comme en Ukraine entre les Russes et les Ukrainiens. Bon. Mais Israël va avoir, en face, va avoir le Satan syrien. Vous voyez? Et donc je pense qu'ils auront des problèmes parce qu'il y aura le Satan syrien, il y aura le Satan iranien. Ça en fait beaucoup quand même. Hein. Donc il y aura la paix au sud, mais le nord, le problème ne sera pas réglé. Mais les islamistes ont un adage ou une phrase type qui est les Occidentaux ont l'horloge, nous on a le temps. Absolument. Et c'est aussi une démonstration de force dans le temps que les islamistes peuvent réussir Mais bien sûr. à prendre le pouvoir. Mais ils ont échoué. Quand l'histoire d'Al-Qaïda avec Al-Qaïda en Syrie, bon, et ailleurs, mais surtout en Syrie, ça a échoué parce qu'ils étaient trop violents et ils voulaient imposer d'un coup leur système. Regardez les talibans s'étaient achetés une image moins violente, moins bon. Du coup, les Américains sont retirés d'Afghanistan et on voit ce que c'est que les talibans aujourd'hui. Bon, là, c'est exactement la même chose. Al-Jolani, qui est intelligent, indiscutablement, hein, et visiblement, il a compris, lui, qu'il ne fallait pas affoler le bourgeois, pas d'autres termes, hein, il ne faut pas faire peur aux bourgeois, on ne l'affole pas. Alors on se donne une image respectable, mais une fois qu'on est au pouvoir et qu'on le tient bien, alors là, on y va de bon cœur. Et c'est ce qui va se passer. Finalement, Poutine a laissé tomber un allié. Oui, parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Il ne peut pas faire autrement. Il n'avait pas les moyens. Mais est-ce que ce n'est pas une petite musique qui va tourner dans la tête d'un certain nombre de chefs d'État en Afrique, dans le subsaharien, où, a priori, ils auraient laissé tomber les Français et s'appuyer sur les Russes en disant au moins les Russes vont nous soutenir en cas de coup d'État, en cas de conflit, le Mali, le Burkina... Oui, vous avez raison. On le voit bien, la Russie n'a pas la capacité de faire deux guerres à la fois. Il n'y a pas qu'elle. Quand vous voyez Trump, qui avait dit à son premier mandat, « Mon ennemi, c'est la Chine. Et pour pouvoir me faire la guerre éventuellement contre la Chine, me battre contre la Chine, j'ai besoin d'avoir la paix ailleurs. Je ne peux pas faire deux guerres en même temps. » Et il avait dit à l'époque, il faut arrêter l'Ukraine ou que l'Europe soit capable toute seule de soutenir l'Ukraine. Alors ça, c'est prouvé que ce n'est pas possible. Hein. Et il faut qu'on arrête la guerre au Moyen-Orient pour que je ne puisse me consacrer avec les boys et tout uniquement qu'à la Chine. On est au cœur du problème. Même les Américains ne peuvent pas faire deux guerres à la fois, deux grandes guerres à la fois. Les Russes, n'en parlons pas.
La Russie n'a absolument pas la capacité de faire plus d'une guerre à la fois, et encore. On voit bien qu'elle a du mal. Hein. Et donc elle peut avoir du mal à soutenir les pays africains. Mais elle ne peut pas. Donc s'il y a une colonne qui descend du nord Mali... Je serai les Touaregs, on en a parlé souvent, hein, du Mali ou du Niger, aujourd'hui. Bientôt, le moment va être prêt pour qu'ils puissent descendre et proclamer l'indépendance ou l'autonomie de la zone nord, de leur pays. Ça, moi, je pense que c'est le prochain. Il va falloir regarder très attentivement ce qui va se passer dans cette zone-là, parce que, effectivement, aussi bien au Niger qu'au Mali, on risque d'avoir une surprise, c'est-à-dire les gens du Nord jouer au minimum l'autonomie et peut-être l'indépendance des parties nord, face à la déliquescence de l'armée au sud, qui ne peut plus, vous l'avez très justement dit, les Français sont partis, les Américains n'interviendront pas, ça ils l'ont dit avec Trump, ils n'interviendront pas, et les Russes ne peuvent pas intervenir parce qu'ils n'ont pas du tout la capacité de tout faire. Donc, ça veut dire que les gens vont se retrouver face à face, et que le meilleur gagne. Écoutez Alain Juillet, merci. Déjà, merci pour ces explications claires, toujours claires, sur la Syrie, où c'était quand même très compliqué, et là on a une grille de lecture un peu plus évoluée, J'essaye, voilà. Mais dans l'Orient compliqué, je l'ai bien dit. Hein. Et heureusement que nous avons rendez-vous tous les vendredis pour essayer d'expliquer un petit peu la géopolitique à nos auditeurs. Nous avons déjà plus de 150 000 abonnés, donc un bon succès. Il faut remercier, parce que ça veut dire que ce qu'on dit intéresse. C'est très réconfortant, il faut bien le dire. Merci et à bientôt pour une prochaine émission, certainement passionnante, parce qu'il se passe des choses dans le monde et on a besoin de comprendre. Merci et à bientôt.